OK. Bon, ben merci beaucoup pour l'invitation là, pour donner ce webinaire-là. Donc, ma mission aujourd'hui, c'était un peu de voir l'historique de la pyrale du maïs, voir c'était quoi les dernières innovations en recherche, là. Donc, je suis allée un petit peu regarder dans la littérature des 10 dernières années, là, qu'est-ce qu'il y avait de nouveau, et un peu présenter là, les travaux qu'on avait faits sur les changements climatiques, donc un peu voir les perspectives là, futures. Donc, on commence. Alors, le plan de la présentation, vu que je suis la première, je vais présenter un petit peu la biologie là, de la pyrale du maïs, puis on va s'attarder un petit peu au concept des deux races, là, l'univoltine et la bivoltine, comment ça fonctionne. Mais surtout, ce que je voulais vous parler aujourd'hui, c'était un peu le déclin là, des populations de pyrales qu'on observe. Puis moi, je vais présenter plus de mon côté ce qui s'est fait comme étude aux États-Unis, puis mes collègues de l'IRDA peut-être un peu plus ce qu'ils ont fait un peu au Québec. Puis, on va regarder les menaces futures. Donc, je vous ai déjà dit que j'allais parler un peu de changement climatique, mais une autre menace qui plane, c'est peut-être le développement de résistance là, par rapport aux outils de lutte qui sont utilisés dans le maïs grain. Donc, on va parler un petit peu de maïs BT, là, qui a quelques cas de résistance. Donc, pour la pyrale du maïs, ben, vous le savez, c'est une espèce exotique envahissante. Donc, c'est une espèce qui a été introduite en Amérique à plusieurs endroits, à plusieurs années, date d'introduction. C'est surtout associé à l'arrivée, en fait, c'était des chargements en bateau c'est de l'importation de sorgho. Il y avait des usines de balais qui étaient situées à ces endroits-là. Et les importations de sorgho avaient finalement présence de pupes de pyrale et c'est ce qui a permis l'établissement de cette espèce-là en Amérique. Et depuis son arrivée, ben, l'accroissement de la population a été quand même assez fulgurante. Vous le voyez sur la carte là, à gauche, là, c'est quand même tout le centre et l'est là, de l'Amérique du Nord là, qui est infesté avec la pyrale du maïs. C'est une espèce aussi qui va avoir plusieurs hôtes possibles. On dit plus de 200 espèces de plantes hôtes, mais c'est principalement le maïs grain et le maïs sucré, là, ces hôtes de prédilection. Je vous présente quand même d'autres plantes hôtes parce que, bon, on parle surtout du maïs sucré aujourd'hui, mais ça peut causer aussi des dommages dans d'autres cultures maraîchères. Donc, on peut parler du haricot, du poivron, pommes de terre, mais aussi dans les céréales. Ça peut causer des dommages dans le blé. Puis, plus récemment, ben, on voit aussi des dommages là, dans des cultures émergentes, cannabis, houblon, où on peut voir vraiment des dommages importants. Donc, on voit que ça cause des dommages directement, soit sur le fruit, ou ça peut causer des dommages là, à la tige là, des cultures. Pour le cycle de vie, alors là, je vous ai parlé brièvement en introduction qu'on avait deux races. Là, sûrement, vous les connaissez, je vais en parler un peu plus tard, mais je vais faire le tour pour la première race qui est notre race univoltine. Donc, on a vraiment au printemps, en fait, au début de l'été, une ponte d'œufs. C'est une masse d'œufs que l'on dit qui va être pondue sur les feuilles. On va avoir un développement de 5 stades larvaires. Puis c'est au 5e stade larvaire qu'il va y avoir l'entrée en diapause. Donc, elle va vraiment se préparer pour l'hiver. Et au printemps, à la sortie de diapause, c'est là qu'elle va faire sa chrysalide, donc son cocon, pour ensuite passer au stade adulte et refaire un cycle comme ça. Donc, pour les nivoltines, ça se passe une fois au courant de la saison de croissance et pour la bivoltine, ben, ça se fait 2 fois dans l'été. Les deux races sont séparées principalement par des phéromones. Donc, c'est deux races qui vont avoir des signaux différents avec des concentrations différentes. Dans le fond, c'est deux isomères. Puis là, pour le simplifier, là, je vais parler seulement des isomères E11 et EZ11, pardon. Donc, on ne rentrera pas dans les détails, mais c'est seulement des concentrations différentes. Donc, une qui est plus attirée vers le E11 et une qui est plus attirée vers le Z11. Pour le Québec, souvent, on ne parle pas de race E et Z. Souvent, on va dire c'est l'univoltine et la bivoltine, mais sachez que la Z correspond pour nous à l'univoltine et que la E correspond pour nous à la bivoltine. Donc, je vais essayer de garder ces termes-là pour simplifier la chose. On a des hybrides possibles aussi. Donc, c'est-à-dire qu'il peut y avoir certaines femelles qui vont émettre un mélange moitié-moitié. Donc, on n'est plus dans le 90 là, de chaque barre, mais dans à peu près un 65-35. Donc, il y a quelques hybrides. Et la répartition au Québec, là, c'est surtout dans la zone orangée. Vous voyez, c'est plus le sud du Québec où on va avoir la race bivoltine, alors que la race univoltine va se retrouver plus dans les régions un peu plus au nord.
Par contre, si on regarde à l'échelle des États-Unis, vous voyez les petites pointes de tarte, plus on est dans le noir, plus on est dans la bivoltine, donc la race E dans ce cas-ci. Donc, elle est vraiment concentrée un peu plus à l'est et sa distribution là, est sûrement limitée par certains paramètres écologiques, là. Pour les deux races, celles qu'on voit dans le fond au Québec, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est deux races qui vont être très séparées temporellement. Donc, on voit qu'en haut, vous avez la race univoltine. Dans le fond, ça, c'est le pic de la population. Donc, c'est les envolées de papillons qui vont se dérouler autour du mois de juillet pour l'univoltine et on va avoir deux pics pour la bivoltine. C'est des modèles bioclimatiques là, qui peuvent être utilisés pour pouvoir prédire là, les dates d'arrivée de ces papillons-là. Ceux qui connaissaient CIPRA là, et qui l'ont encore sur leur ordinateur ont encore accès à ces données-là. Mais sinon, si vous êtes intéressé, il y a toujours le site AgroMétéo où vous pouvez aller trouver les modèles et les calculs de degrés jour selon vos régions là, pour prédire ces dates d'arrivée. Puis ce que vous voyez aussi, c'est quand même intéressant. Il y a vraiment pas beaucoup de chevauchement finalement entre les deux races. Donc, ça nous fait vraiment, comme je disais, une séparation temporelle. Puis ça a été le sujet de beaucoup d'études là, dernièrement par rapport à la spéciation de cette espèce-là, parce que c'est un cas intéressant où on a vraiment deux races qui ne se côtoient pas beaucoup. Il y a quelques hybrides, mais ils arrivent à se maintenir très séparés. Et il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites pour comprendre là, quels sont les mécanismes qui peuvent séparer ces deux races-là. Donc, on a trois hypothèses, là. La première, je vous en ai parlé, c'est la temporalité. Donc, le fait qu'ils ne soient pas présents en même temps peut permettre finalement une séparation au niveau des deux races. Sinon, il y a la race sexuelle. Donc, je vous en ai parlé aussi au préalable. Vous avez, dans le fond, des phéromones qui sont émises, qui sont différentes entre les deux races. Donc, qui, en fait, n'ont pas le même signal, n'ont pas la même attirance, si on veut, par rapport à une phéromone par rapport à une autre. Et il y a aussi la préférence de la plante hôte. Donc, il y a certaines études qui ont tenté de voir si finalement il y a une race qui est plus attirée vers les cultures, je vais dire, de maïs, qui sont plus des C4, donc les graminées. Donc, on dit que la race Z, pour nous, l'univoltine, serait plus attirée par la C4, le maïs, alors que la race bivoltine, la E, va être plus attirée par une grande gamme d'hôtes différentes, donc surtout des C3, donc beaucoup de plantes maraîchères, là, par exemple. Donc, une étude intéressante qui a regardé au niveau génétique pour voir qu'est-ce qui différenciait finalement les deux différentes races. Ce qu'on voit ici, vous avez, bon, la race Z, je vous rappelle, c'est l'univoltine. Ici, la race E, c'est la bivoltine. Et entre les deux, vous avez les hybrides qu'on peut retrouver. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a dans les gènes là, qui sont associés là, au PGFR, peu importe là, la signification, juste pour comprendre, c'est des gènes, dans le fond, qui sont associés à quelle concentration des deux isomères que je vous présentais en début. Là, dans le fond, c'est quelle signature de phéromone qu'ils utilisent. Alors, ça, quand on a une différenciation génétique à ce niveau-là, c'est ce qui va expliquer vraiment la séparation des races. Donc, elle s'explique beaucoup par les phéromones et peu finalement par les plantes hôtes. Donc, que l'on soit avec des C3 ou des C4, il n'y a pas de différenciation génétique. Et si on enlève les marqueurs associés aux phéromones, donc on n'a aucune différenciation génétique. Donc, la géographie ou la distance ne va pas avoir d'effet sur les différents génotypes qu'on peut retrouver là, dans l'environnement. Si on passe maintenant à autre chose, on regarde un peu le contrôle de la pyrale du maïs. Donc, à l'époque, si on se revient avant les années 2000, avant l'introduction là, des cultivars transgéniques BT, c'était un énorme problème, mais surtout, évidemment, dans le maïs grain. Donc, c'était vraiment un ravageur, une pyrale qui pouvait causer énormément de dommages aux cultures du maïs grain. On dit jusqu'à 35 millions de dollars US là, que ça peut causer juste dans le nord-est des États-Unis et annuellement. Donc, c'est vraiment considérable. Et les méthodes de lutte qui étaient utilisées, bon, c'est ça, comme je disais, c'était surtout avant, bon, des insecticides. Maintenant, avec l'arrivée des cultivars transgéniques dans les années 2000, ça a vraiment, en fait, ça a été comme un peu la panacée là, pour le contrôle de la pyrale dans le maïs grain.
C'est un outil qui est très, très efficace, qui va vraiment très bien contrôler les larves et c'est grandement utilisé. Là, même au Québec, là, on est à 92 des superficies totales qui est ensemencée en maïs grain BT. Si on regarde un peu plus au niveau du maïs sucré, là, on est plus dans les applications de pesticides de synthèse où on va essayer de synchroniser les arrivées avec les traitements insecticides avec les arrivées des adultes, surtout avec les réseaux de pièges à phéromones, les modèles, avec le RAP là, qui va diffuser l'information. Puis ça, mes collègues pourront en parler un peu plus. Il y a aussi des outils de lutte biologique. Donc, je suis certaine que tout le monde a entendu parler de l'utilisation des trichogrammes. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites par le passé et même dernièrement avec l'utilisation des trichogrammes, avec des trichocartes, avec des drones, etc. Donc, c'est des outils qui peuvent très bien fonctionner là, pour les cultures biologiques. Cultivars transgéniques sont très peu utilisés pour la consommation humaine, donc pour le maïs sucré, ça reste dispendieux et ben, l'acceptabilité sociale est quand même peut-être plus faible à ce niveau-là. Si on regarde maintenant au niveau du déclin des populations, donc je vous présente aujourd'hui deux études, comme je disais, plus aux États-Unis, donc qui présentent un peu le déclin là, de la pyrale du maïs. La première, c'est en 2010, là, où ils ont démontré vraiment un déclin des populations en lien avec l'utilisation du maïs grain BT. Donc là, on est plus dans le Midwest américain où on était là, dans le début des années, en fait, disons de 2000 à 2010. Et ce qu'ils ont regardé, c'est les fluctuations des populations de la pyrale du maïs depuis, quand même, il y avait des données historiques depuis 1962. Donc, c'est quand même intéressant de voir, là, vous voyez que pour chacun des États, donc Minnesota, Illinois et Wisconsin, on voit vraiment des fluctuations normales qui arrivent dans des populations normales où on a des densités qui vont augmenter, qui vont descendre avec les ennemis naturels. Mais avec l'arrivée des cultivars transgéniques, donc les petites barres grises qui représentent les superficies qui sont ensemencées en maïs grain BT, vous voyez vraiment un déclin des populations de pyrales. Donc, pour le Minnesota, moins 73 moins 64 pour l'Illinois et moins 27 Et ce qui est intéressant, c'est que ça correspond vraiment avec l'utilisation du maïs BT. Donc, Minnesota, c'était une zone où est-ce que le maïs BT est fortement utilisé. L'Illinois plus modérément et le Wisconsin plus faiblement. Donc, le lien était assez fort à ce niveau-là. Une autre étude qui donne des résultats quand même similaires, mais un peu plus récents. Donc, ça, c'est un peu plus à l'est, donc Delaware, Maryland et New Jersey, où, donc, de 96 à 2016, ils ont regardé un peu les populations aussi de la pyrale du maïs, puis sensiblement là, aux autres données qu'on a vues dans la diapo précédente, dans l'ère, je vais dire, pré-BT, donc avant l'utilisation du BT de 1976 à 1996, les abondances de pyrale du maïs étaient sensiblement stables. Donc, il n'y avait pas d'accroissement de population ou de chute de population. Mais avec l'arrivée de l'utilisation du BT, on a vraiment une diminution des populations de pyrale qui est observée. Et cette diminution-là est vraiment en corrélation avec l'adoption du maïs grain BT. Et ce qui est intéressant dans leur étude ici de Dively en 2018, c'est qu'il y a vraiment une corrélation, dans le fond, un effet indirect de l'utilisation du maïs grain BT sur le maïs sucré. Donc, vous avez ici les dommages de la pyrale du maïs sur le maïs sucré. Et vous voyez que dans l'ère pré-BT, on avait un indice de dommage autour de 7 et que là, il a diminué avec l'utilisation du BT et que ça a eu même aussi un impact sur l'utilisation des insecticides. Donc, on a diminué les applications d'insecticides qui étaient nécessaires pour contrôler la pyrale du maïs dans ces cultures-là. Donc, c'est quand même considérable. Ici, simplement pour vous exposer un peu, c'est quoi l'évolution du maïs grain BT. Donc, vous avez les données aux États-Unis à votre gauche à partir des années 2000. Bleu foncé, le BT uniquement. Bleu pâle, vous avez le BT intégré avec les cultivars transgéniques pour les herbicides. Donc, vous voyez qu'il y a quand même eu une expansion, une croissance fulgurante là, de l'utilisation du maïs BT dans les dernières années et que maintenant, bon, c'est assez stable, on tourne autour de 85 aux États-Unis.
Canada, Québec, j'ai pas trouvé de données plus historiques, mais vous voyez que dans les 6 dernières années, là, on se maintient dans les 90% environ là, d'utilisation de maïs grain BT. Donc, c'est similaire à ce qui est vu aux États-Unis. Donc, c'est vraiment une utilisation qu'on va dire, très, très répandue. Mais avec ces utilisations-là répandues, ça peut mener à des problèmes. Et donc, je voulais quand même souligner le fait qu'il y a quelques développements, quelques cas de résistance au BT qui a été observé. Donc, au Canada, le premier cas a été observé en Nouvelle-Écosse, où il y a eu de la résistance là, à la protéine CRI1FA. Donc, ça a quand même inquiété beaucoup là, d'observer de la résistance là, à cet outil-là. Ça fait quand même 20 ans là, que cet outil-là est utilisé puis qu'il n'y avait pas eu de cas de résistance aussi flagrants. Et donc, il y a eu d'autres échantillonnages qui ont été faits par la suite pour un peu voir le portrait là, à l'échelle du Canada. Puis ce qu'on remarque, c'est qu'il y a d'autres cas qui ont été recensés. Donc, il y a eu un cas recensé au Québec et aussi au Manitoba. Donc, sûrement que ça peut être des développements qui sont peut-être indépendants, là, vu la grande distance entre les cas. D'autres cas aussi avec d'autres protéines, donc d'autres types de cris, peut-être moins importants, là, ça représentait moins une forte proportion de la population, mais quand même, ça met en garde un peu sur l'importance de conserver des refuges et d'avoir des rotations au niveau des protéines cris qui sont utilisées pour maintenir finalement cet outil-là efficace pour s'assurer finalement qu'il y ait un bon contrôle. Parce qu'évidemment, pour les producteurs maraîchers, si on a un moins bon contrôle dans les grandes cultures, ça pourrait peut-être éventuellement avoir des répercussions pour les abondances de pyrales. Maintenant, si on parle des changements climatiques, donc je suis sûre que vous avez tous déjà entendu parler un peu des impacts des changements climatiques sur les insectes. Des fois, on entend des impacts négatifs où on peut avoir le déclin de certaines espèces, mais il peut y avoir des effets très positifs aussi sur les insectes, surtout quand on pense aux insectes ravageurs. Donc, souvent, ce qu'on va voir, c'est une augmentation du nombre de générations par année parce que les insectes, c'est des organismes qui sont poikilothermes, donc qui sont plus il fait chaud, plus leur développement va se faire rapidement. Donc, il va avoir une possibilité de développer plus de générations par année. Il peut y avoir aussi une meilleure survie hivernale dans des conditions où, dans un climat actuel, c'est plus difficile. Si on augmente un petit peu la température, ça peut favoriser certaines espèces, ce qui va faire en sorte qu'il peut y avoir une expansion au niveau de l'aire géographique de ces espèces-là, soit plus au nord ou au sud, selon où on se trouve sur le globe. Et on peut avoir aussi des désynchronisations, que ce soit avec les ennemis naturels ou que ce soit avec la plante hôte. Mais pour aujourd'hui, ce qu'on va regarder, ça va être surtout le développement d'une génération additionnelle et l'impact là, de la photopériode et la diminution de la mortalité hivernale. Parce que pour la survie hivernale, dans des pays, dans des régions comme nous qui avons un couvert de neige assez important, on se questionne beaucoup sur l'effet finalement des changements climatiques sur le couvert de neige avec des espèces d'insectes qui vont avoir au moins un de leurs stades qui va se passer au sol. Quand on a un couvert de neige, on a vraiment un effet isolant du sol et ça peut justement tempérer un peu la température et éviter d'avoir des fluctuations importantes. Et donc, peut-être que là, dans certains cas, on pourrait avoir une diminution de la survie hivernale si on a des redoux par exemple, hivernaux. Bref, rappel sur qu'est-ce qu'est la diapause et comment les insectes survivent à l'hiver. Donc, diapause, on a vraiment un arrêt du développement. Donc, les insectes se préparent pour pouvoir entrer en diapause. Donc, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ils ont des signaux qui leur permettent de se préparer au niveau de leur métabolisme pour pouvoir survivre à des températures plus froides. Pour la pyrale du maïs, ça va être beaucoup l'effet de la température et aussi l'effet de la photopériode, donc la durée de la lumière pendant le jour, pour déclencher finalement cette diapause-là. Donc, des températures en bas de 24 degrés Celsius et une photopériode en bas de 14,5 heures, c'est ce qui va permettre à la pyrale d'entrer en diapause.
Survie hivernale pour la pyrale, donc elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va avoir des cryoprotectants qu'on appelle. Donc, ça va être des molécules qu'elle va accumuler, du glycérol dans son cas, pour tolérer des conditions climatiques là, plus froides. Et c'est cette diapose-là, finalement, qui permet d'enclencher le processus là, d'accumulation de glycérol. Mais les conditions au préalable, donc comment s'est passée la diapose, sous quelles conditions elle est entrée en diapose, ça va changer un peu aussi la capacité à tolérer à des températures froides, puis la quantité de glycérol qui va être accumulée. Donc, c'est ça qui va être important à retenir, là. Donc, comment on est rentré en diapause peut avoir un effet sur nos températures auxquelles on peut survivre. Si on regarde au niveau des changements climatiques, qu'est-ce que ça peut avoir sur nos générations? Donc, vous avez ici la pyrale du maïs bivoltine. Donc, vous avez une population qui arrive, notre première génération qui arrive au mois de juin, deuxième génération qui arrive au mois d'août. Et normalement, après ça, on va rentrer en diapause, les jours raccourcissent, la température diminue et ainsi de suite. Avec les changements climatiques, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on va avoir ça, c'est dans une étude qu'on avait démontrée en modélisation. Donc, on va avoir vraiment un devancement de l'arrivée finalement de ces deux pics-là. Donc, on va avoir un devancement d'environ 15 jours donc, qui va survenir pour chacun des pics. Mais également, ce qu'on va observer, c'est qu'on va avoir un rétrécissement au niveau en fait, c'est la vitesse de développement des insectes qui va se faire plus vite. Donc, souvent, le rétrécissement va faire en sorte que tout va se passer plus vite et ça va diminuer notre fenêtre d'opportunité pour venir appliquer, par exemple, un insecticide. Si on cible un stade en particulier, par exemple une jeune larve, et que son développement se fait de 16 à 28 plus rapidement, ça vient diminuer finalement la fenêtre d'opportunité où on peut entrer au champ pour pouvoir venir appliquer un insecticide, par exemple. Donc, ça peut venir accélérer finalement notre prise de décision. On peut voir aussi le développement d'une troisième génération. Donc, ce qu'on a remarqué en modélisation, c'est qu'il y avait une possibilité qu'il y ait une troisième génération qui va se développer dans certains cas, surtout dans le sud du Québec où on va avoir des températures plus élevées. Mais ce qui nous intéressait après et ce que je vais vous présenter aujourd'hui, là, c'est d'autres résultats là, qui n'ont pas été encore publiés, mais qui sont quand même intéressants. C'est l'entrée en diapause qui normalement se faisait à 14 heures. Si on a une troisième génération maintenant, l'entrée en diapause ne se fait pas dans les mêmes conditions. Donc, on peut entrer en diapause maintenant dans des conditions où on va avoir une photopériode qui va être différente. Donc, la question qu'on se posait, c'est est-ce que l'entrée en diapause entre une pyrale qui va entrer à 14 heures versus 11 heures va être similaire au niveau de sa capacité à survivre à l'hiver? Donc, ce qu'on avait fait dans ce cas-ci, c'est qu'on avait différentes larves qui étaient élevées sur diète, puis on les avait exposées à différentes températures et différentes photopériodes. Donc, vous avez un témoin pour la température d'élevage, mais vous avez des températures chaudes et froides où on avait une photopériode qui, on va dire, à jour long, qui mimait un petit peu une deuxième génération de la pyrale du maïs qui se déroule au mois d'août. Vous avez à l'inverse une pyrale qui, on va dire, va se développer comme une troisième génération sous des conditions à jour court, donc avec un 11 heures de lumière et on variait la température. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on regardait finalement, est-ce que ces larves-là vont entrer en diapause et quel est leur pourcentage de survie ou pourcentage de mortalité pour chacune d'entre elles. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que lorsqu'on donc on avait nos larves qui étaient, disons qu'on va dire, de deuxième génération, qui étaient à 14 heures de lumière. On n'avait pas de diapause si on était à 30 degrés. Donc, bien sûr, on peut poursuivre un développement vers une troisième génération. Et à 16 degrés, on avait 87 d'entrée en diapause. C'est-à-dire qu'on avait au moins un 13 à 16 degrés où on n'avait pas d'entrée en diapause, ce qui nous laisse croire qu'on peut avoir très facilement une troisième génération, surtout que ça serait étonnant d'avoir un 16 degrés de température moyenne au mois d'août. Donc, il y a des fortes chances qu'il puisse y avoir cette troisième génération-là. Au niveau de la troisième génération, ce qui se passe à 11 heures de lumière, donc on avait un 100 de diapause lorsqu'on était à 16 degrés et évidemment à 30 degrés, on n'a pas de diapause qui était induite. Mais là, on avait un risque de mortalité plus élevé et c'est certain que cette larve-là ne va pas nécessairement se développer jusqu'au cinquième stade larvaire là, pour survivre à l'hiver. Donc, il y a peut-être plus de risque de mortalité là, à ce niveau-là.
Maintenant, si on prend ces larves-là qui sont entrées en diapause, donc nos 100% et notre 87%, et on les met à des températures très froides, juste pour voir si est-ce qu'elles ont la même capacité à survivre à l'hiver. Donc, on fait des points de cristallisation ici. Donc, c'est vraiment des mesures théoriques où on va baisser la température 1 degré par minute pour juste voir jusqu'à quelle température froide elles vont pouvoir survivre. Donc, les pyrales du maïs peuvent survivre à des températures quand même très froides. Là, vous le voyez, notre témoin, qui est pas en diapause, peut tolérer un moins 15 degrés avant que ses cellules cristallisent et que la larve meure. Donc, on a fait la même chose avec nos larves en diapause à 14 heures et à 11 heures de lumière. Et ce qu'on voit, c'est que oui, ça augmente notre capacité à survivre à l'hiver lorsqu'on est en diapause, mais il n'y a pas de différence significative entre une larve qui est entrée en diapause à 16 heures de lumière, excuse-moi, à 14 heures de lumière versus 11 heures de lumière. Donc, peu importe que notre pyrale entre en diapause au mois d'août ou au mois d'octobre, on va avoir une excellente survie hivernale, donc il n'y a pas vraiment de danger pour la pyrale. Si on regarde au niveau de l'impact de la couverture de neige, donc ça, c'est mes collègues de l'IRDA qui avaient réalisé en parallèle de notre étude une étude plus terrain où on avait mis des larves de pyrale du maïs dans des petites cages et on les avait exposées à l'extérieur l'hiver à des conditions de neige où on avait mimé des redoux hivernaux. Donc, on avait fait des déneigements 1 fois, 2 fois ou 3 fois pendant l'hiver sur 2 sites, donc à Saint-Bruno de Montarville et à Deschambault. Ici, je vous présente juste brièvement un peu le genre de température qu'il peut y avoir. Donc, juste pour vous enligner, là, dans le fond, les courbes que vous voyez ici, c'est la courbe de température que vous avez au sol. Et vous avez, dans le fond, les traitements qui ont été effectués. Donc, ici, c'était notre premier déneigement qui a été effectué au mois de janvier, deuxième déneigement au mois de février et troisième déneigement au mois de mars. Donc, vous voyez qu'il y a des baisses de température lorsqu'il va y avoir des déneigements. Ça se voit vraiment avec les courbes là, qui diminuent, mais ça ne descend jamais en bas de moins 15. Donc, c'est quand même des expositions, mais des expositions qui ne sont pas si dommageables peut-être pour la pyrale du maïs qui, comme on l'a vu, peut avoir des températures, peut survivre à des températures quand même très froides. Donc, on n'avait eu aucun effet sur la survie des larves, le pourcentage de nymphose, l'émergence des adultes ou leur sexe ratio. Dans le fond, ça n'a vraiment eu aucun impact. Donc, ça nous dit que les pyrales sont très résistantes finalement à toutes conditions hivernales, qu'elles soient exposées à des redoux ou non. Donc, résumé un peu pour l'impact des changements climatiques, on a vu qu'il y avait un développement d'une génération supplémentaire. Donc, ça pourrait contribuer à l'augmentation des populations et à l'accroissement des dommages de fin de saison. Mais comme on l'a vu, les populations ne sont pas très élevées en ce moment. Là, ça semble être assez faible. Mais peut-être qu'il pourrait y avoir un risque à ce niveau-là. La pyrale peut survivre à des températures très froides. Donc, on l'a vu, peu importe les conditions d'entrée de diapause, elle va survivre très bien aux redoux hivernaux. Donc, il n'y a pas de risque que les changements climatiques changent quelque chose à ce niveau-là. Euh, et comme conclusion générale, là, je dirais on observe un déclin de la pyrale du maïs à l'échelle de l'Amérique du Nord. Donc, vous l'avez vu là, avec différents États américains. Et je suis certaine que vous l'observez aussi là, dans vos champs au Québec. Il y a vraiment un déclin de la pyrale du maïs. Mais mon message est aussi de peut-être rester vigilant par rapport aux populations qui pourraient peut-être augmenter là, avec le développement de résistance au BT et aussi peut-être la possibilité qu'il y ait une génération supplémentaire. Et ça, peut-être que ça peut d'abord affecter les cultures qui sont peut-être plus tardives là, si il y a une troisième génération, par exemple, qui pourrait être développée. Donc, sur ce, je remercie là, toutes les équipes qui ont participé là, dans nos études sur les changements climatiques et je vous ai laissé aussi quelques références pertinentes là, si jamais vous êtes intéressé à en savoir un petit peu plus là, sur les sujets dont j'ai parlé aujourd'hui.